bienvenue à ce nouvel événement de la Comète Soft Skills. Aujourd'hui, on est en compagnie de Mathilde Lamolinerie, qui est une formatrice en prise de parole en public. Donc, elle a été formée à l'école de l'art oratoire et à l'improvisation théâtrale. Et elle intervient aussi auprès de publics scolaires, mais aussi des collaborateurs d'entreprise. Et donc, elle est passionnée en fait par le sujet de la prise de la parole. Et donc, souhaitant en fait en faire profiter au plus grand nombre, notamment les conseils, les enseignements glanés, et elle a coopéré co-créé le podcast Parle bien. Donc si vous souhaitez aussi l'écouter, faut pas hésiter. Et donc pour en finir avec la peur notamment de parler en public, donc c'est pour ça Parle bien, pour en finir de parler avec la peur en public, elle a créé ce podcast là, donc faut pas hésiter à aller le voir. Et puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et donc c'est pour ça qu'elle intervient aujourd'hui auprès de nous, auprès d'Exia, pour nous donner pas mal de tips, donc notamment sur la prise de parole en public. Et donc, c'est pour ça qu'on va l'écouter. Merci à toi, Mathilde. Merci Clément pour cette présentation. Alors effectivement, le sujet ce soir, c'est la prise de parole en public, qui je crois est un sujet aussi fascinant qu'extrêmement tétanisant pour beaucoup. Et on va se raconter plein de choses. On va notamment commencer par se raconter pourquoi on a peur. Finalement, c'est très normal et c'est même plutôt bon signe. Et puis voir comment on peut peut-être dépasser cette peur, parce qu'aujourd'hui, on prend la parole dans des espaces autant professionnels. J'imagine qu'il y a des commerciaux qui nous regardent, qui nous écoutent, et donc c'est une activité un peu quotidienne. Donc peut-être ont-ils réussi à surmonter cette peur de parler devant une personne ou plus. Le niveau n'est pas toujours le même selon les uns et les autres, mais toujours est-il qu'évidemment, dans le monde professionnel, on a des entretiens, on a des présentations devant ses collègues, devant son conseil d'administration, devant ses clients. Et ça peut être assez terrifiant, surtout en France où on n'apprend pas du tout ça, contrairement aux pays anglo-saxons où ils sont très bons. Alors, bon, on peut leur reprocher parfois de s'écouter parler, mais au moins, ils font ça dès leur plus jeune âge. Et c'est dommage qu'on ne le fasse pas en France. Ça bouge un peu. Ça bouge avec l'introduction du grand oral à l'épreuve du baccalauréat pour les terminales. Donc, petit à petit, je pense que ça va devenir quasiment une matière. Enfin, je l'espère. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher, parce que voilà, avoir peur de parler en public dans le monde professionnel, c'est très commun et c'est très difficile, c'est très douloureux, mais parfois ça peut même déborder dans la sphère privée. Donc j'avais discuté un peu avec des amis, je leur demandais mais quand est-ce que vous avez peur de prendre la parole, et les retours étaient allés de parfois c'est juste aller à un dîner avec des amis, ou le moment de Noël où il y a toute la famille réunie et qui dit alors toi tu deviens quoi? Et bim, tout le monde nous regarde, et c'est le moment où on commence à suer un petit peu. Il y a plein de manifestations physiques dont on va parler tout à l'heure, qui montrent un peu ce stress qu'on a. L'idée, c'est comment on peut petit à petit apprivoiser ça, mieux comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Ça va être notre première partie. Donc, vous avez déjà la slide en faisant un détour du côté des neurosciences pour comprendre que c'est tout à fait normal et c'est même plutôt une bonne chose, un signe de bonne santé mentale que notre cerveau fonctionne bien si on a peur, voir comment on peut gérer un petit peu ça. Et ensuite, on va faire un tour du côté de la Grèce antique et de l'Antiquité romaine pour aller se plonger un peu auprès de certains philosophes pour aborder des grands principes de rhétorique et voir comment on peut s'en servir aujourd'hui. Et enfin, on terminera avec des conseils sur la forme, donc plutôt la posture, le regard, la voix, comment on peut travailler ça pour devenir plus éloquent, plus convaincant, pour mieux persuader, pour mieux débattre, etc. Donc, tu as peur de parler devant une personne ou plus, c'est normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cerveau, et là, je vais un petit peu répéter ce que nous a dit Sama Karaki, qui est une docteure en neurosciences, que j'ai eu le bonheur d'interviewer dans le podcast Parle bien. Et donc, en fait, elle nous a un peu schématisé le cerveau, elle nous a expliqué que si on avait peur de parler en public, c'était très, très normal et c'était pour notre bien. En gros, notre cerveau, aujourd'hui, sa principale fonction, notamment notre système nerveux autonome, c'est de préserver notre survie, de faire en sorte qu'on survive, donc qu'on ne meurt pas. Pour ça, il a tout un tas de mécanismes dès qu'il perçoit un danger. Le problème de notre cerveau, c'est que le danger physique et le danger émotionnel sont perçus de la même façon. Donc vous allez vite voir où je veux en venir. La peur de parler en public, c'est une peur très très forte. Parler devant des gens, c'est assez tétanisant. Et donc lui, il considère ça comme un danger quasiment physique, il ne fait pas la différence, et donc il se met en mode survie. Quand il se met en mode survie,
pour nous permettre, donc, comme on était avant, quand on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon face à une bête sauvage ou à une tribu qui attaquait, de soit fuir, soit d'attaquer, et ben, il va aller puiser toute l'énergie qu'il peut dans notre corps, c'est-à-dire le sucre et l'oxygène, pour nous permettre de fuir, en gros. Donc, les manifestations physiques qu'on a, des mains moites, du cœur qui bat, on a chaud, on a les jambes qui chancellent, en fait, c'est pour nous permettre concrètement de nous barrer. Sauf qu'on ne peut pas vraiment faire ça quand on prend la parole devant des gens. Et donc, c'est là où c'est un peu compliqué. Et alors, le problème qui s'ajoute à celui-là, c'est que non seulement ça se voit un petit peu, et en plus, donc, ce rez-de-chaussée, ce que Sama Karaki appelle le rez-de-chaussée, qui est l'endroit où on va puiser donc, ce système nerveux autonome, où on va puiser toutes les ressources, est complètement saturé, complètement bloqué. Et donc, on n'a plus accès au premier étage, entre guillemets. Et donc, en fait, notre premier étage, malheureusement, c'est celui qui nous permet justement de prendre des décisions, de formuler des hypothèses, de raisonner, d'être en empathie. Et donc, ça se voit assez bien quand on est un peu paniqué, quand on prend la parole, on va plus du tout être connecté. On fait un phénomène, alors je ne sais pas, les psychologues me diront certainement que ça ne s'appelle pas comme ça, mais moi je le vois un peu comme ça, à la fois en ayant observé quand moi j'avais des moments un peu difficiles quand je prenais la parole ou dans mes accompagnements, c'est comme un truc un peu de dissociation. On est en train de se regarder, on se juge et on se dit mais t'es pas bon, mais tu parles trop vite, tu respires pas, etc. Et hop, on est en boucle et on alimente notre système nerveux autonome qui continue à voir un danger là où il n'y en a pas et qui continue à prendre toute l'énergie et qui nous donne plus accès à l'étage où on est connecté, on est en empathie, on peut juste formuler notre message, notre propos de façon claire et concise. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quand vous commencez à paniquer, c'est très normal et soyez gentil et bienveillant avec cette peur qui vous prend aux tripes parce que c'est juste votre cerveau qui essaie de vous protéger. Il est plutôt sympa, il fait une bonne chose. Malheureusement, ça nous dessert. Alors, évidemment, on ne va pas en rester là. On va essayer quand même de pas se détester, de ne pas se dire j'ai été nul, d'essayer d'avoir un peu de bienveillance avec cette espèce de panique qui s'empare de nous. Et puis, évidemment, d'essayer de faire en sorte qu'elle diminue. Dans les petits conseils que je délivre dès à présent, donc notre cerveau il fonctionne avec un principe d'équilibre qui s'appelle l'homéostasie. Et donc, en fait, il va se dire que parler en public, c'est terrifiant, donc il ne faut surtout pas qu'elle prenne la parole demain. Donc, bim, tout faire pour que vous ne preniez pas la parole. Et en général, ça se termine par vous êtes complètement malade, cloué au lit, ça peut être même physiquement. Votre corps vous empêche de prendre la parole parce que ce n'est pas prévu dans son système à lui. Évidemment, plus on va le faire, plus ça va diminuer. Et plus notre homéostasie va bouger, parce que notre cerveau, il a une belle plasticité, donc il peut recréer des nouvelles connexions. Et donc, petit à petit, si on se dit, bon, je vais utiliser tous les espaces dans lesquels je suis un peu en sécurité, quand même, vous ne mettez pas trop en danger tout de suite en faisant, je ne sais pas, la présentation de toute l'équipe devant 1000 personnes de fin d'année. Donc, ce n'est pas ça, c'est plutôt, allez, je vais prendre des petits moments où je suis un peu à l'aise, avec des amis, avec mon compagnon, ma compagne. Je vais tenter des petites prises de parole pour petit à petit faire diminuer cette peur et faire en sorte, disons, que la prise de parole devienne une opération presque courante pour le cerveau. On ne va pas enlever complètement la peur, il va y avoir du trac, mais il n'y aura plus cette tétanie ou cette paralysie qui nous empêche parfois de même de parler parce que on se dit mais mon cerveau était vide, j'avais plus d'idées, etc. Donc la première chose, c'est petit à petit, essayez dès que vous le pouvez, de sauter sur l'occasion, de faire des petites prises de parole dans des contextes bienveillants. L'autre, c'est quand notre cerveau est très occupé à nous faire fuir parce qu'il perçoit un danger, un relâchement du corps permet à un moment d'envoyer un message au cerveau qui est, et ça c'est Albert Moukébert dans son livre qui est super bien, qui s'appelle « Votre cerveau joue des tours » qui dit ça, votre cerveau petit à petit, il peut capter le message d'un corps qui se relâche et donc du fait que il n'y a peut-être pas un danger si important que ça. Alors chacun ses techniques, chanter, danser, s'étirer, respirer, la méditation. Donc tout ça évidemment c'est fortement recommandé. Moi je pratique un petit exercice que peut-être certains connaissent qui s'appelle la cohérence cardiaque. Donc c'est 5 minutes de respiration, c'est assez court, donc c'est assez facile, je suis un peu feignante. Et donc c'est des grandes inspirations, des grandes expirations.
et ça abaisse le rythme cardiaque en plus de muscler un peu la concentration. Parce que l'idée, c'est de faire une bulle un peu autour de soi. Bon, le problème avec ces trucs-là, c'est que si on les commence la veille, c'est comme un trail. Si la veille d'un trail, on s'inscrit en disant demain je fais un trail, souvent on n'est pas préparé. Donc il n'y a rien de pire que d'essayer la veille des choses ou juste avant de parler, de respirer, alors même qu'on ne l'a jamais fait avant. Donc si vous avez une grosse présentation à venir, ou que vous avez un peu des échéances, vous savez quand est-ce que vous allez devoir parler, prenez le temps, quelques semaines avant, de vous familiariser avec l'exercice de respiration, de méditation, d'étirement qui vous conviendra le mieux. Et chacun son truc. Il y en a qui détestent la respiration, parce que ça les stresse, d'autres pour qui ça fonctionne. Donc voilà. Deuxième chose, essayez de détendre le corps. Ça envoie un message au cerveau qui est t'es pas en train de crever, tout va bien. Donc on va pouvoir y aller tranquille. Un autre conseil qui évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est pas grave, qui est la maîtrise du sujet. Plus on maîtrise son sujet, et plus c'est facile de parler. Moins on se dit qu'on va être coincé. Alors, dans la maîtrise du sujet, moi, je vous déconseille de faire du par cœur. Et pour une raison évidemment très intuitive que vous allez partager, qui est que quand on fait du par cœur, à partir du moment où on oublie la petite transition, la bonne phrase qu'on avait écrite, etc., tout s'effondre. Donc, c'est très difficile de revenir ensuite derrière. Et autre chose, souvent le par cœur, c'est de l'écrit oralisé, ce que j'appelle de l'écrit oralisé. Et donc, l'écrit oralisé, on n'écrit pas de la même façon qu'on parle. Quand on écrit des phrases qui sont plus longues, on va mettre peut-être des mots, des termes qui finalement, quand on va les dire, vont être difficiles à dire en termes d'élocution. Et donc, on va bégayer, bafouiller, et puis hop, le cercle vicieux du jugement, etc., se met en place. Donc, évitez l'écrit oralisé, mais plutôt, et ça c'est un conseil que j'ai fortement apprécié de ma formation à l'école de l'art oratoire et que je vous délivre. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez envie de vous former, parce que c'est un sujet qui vous intéresse. L'école de l'art oratoire, il propose plein de formations courtes ou longues. Donc voilà, petite parenthèse. C'est de se mettre, alors pas face à un miroir, ni face à une caméra, parce qu'on va se regarder faire. Et le plus important, c'est d'être pleinement dans son message plutôt que d'être dans l'observation de soi-même. Donc, de se mettre face à un mur blanc et d'avoir au préalable écrit, et ça, on va revenir un peu dessus après, quand on parlera rhétorique, écrit les grands points, les 3, 4, 5 idées forces de notre projet, de notre discours, de notre pitch, et de les réciter en se minutant, en ayant en tête le temps qu'on va devoir présenter, et de se dire, je vais tester un peu en impro, mais sur une base structurée, avec mes idées clés. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des tests, en vous chronométrant face à votre mur, votre propos va s'affirmer, va s'enrichir, et qu'il ne sera jamais le même d'une fois sur l'autre, ni même le jour de la présentation ou des présentations, si vous avez des publics différents. Mais ce n'est pas grave, ce sera quelque chose de cadré, un petit peu improvisé, et qui voudra dire aussi, cette improvisation, elle sera liée au public que vous avez. On s'adaptera, et on parlera peut-être pas de la même façon aux différents publics. Mais donc d'avoir cette structure-là, et de s'être entraîné face à un mur, alors je dis blanc, enfin mur, un mur, quelle que soit la couleur du mur, ça peut vous aider. Donc, on se redit 2-3 trucs. La prise de parole, c'est pas inné. Il y a très très peu d'inné là-dedans. C'est beaucoup de l'acquis. Et si on vous dit que y en a qui ont des prédispositions, souvent, c'est des gens qui ont fait du théâtre. C'est des gens qui étaient délégués de classe. C'est des gens qui viennent des pays anglo-saxons. C'est des gens qui finalement ont travaillé ça. Ce qu'on travaille pas assez encore une fois à l'école, et ce qui souvent est appris quand on a plutôt des carrières dans le domaine juridique ou évidemment dans le monde politique. Là, il y a des cours de rhétorique, d'éloquence, etc. Donc c'est en train de venir petit à petit. Donc voilà, pas beaucoup d'inné, beaucoup d'acquis. Donc le travail permet d'être plus à l'aise et de gagner peut-être en aisance et en assurance autour de différents types de prises de parole en public, voire même d'aimer ça. Voilà, en tout cas, c'est le souhait que j'ai pour nous tous, c'est que petit à petit, pour vous, pour nous, ceux qui ont le plus peur puissent se mettre à apprécier ça. Ensuite, si on panique, c'est normal, c'est le cerveau qui essaie de nous maintenir en survie. Donc, on essaie de relâcher le corps, on maîtrise son sujet. Et puis dès qu'on peut, on prend des opportunités pour faire des petites prises de parole dans des contextes un peu sécurisés.
On va maintenant repartir du côté de l'Antiquité grecque. On va aller regarder du côté des philosophes qui ont pas mal de choses à nous apporter. Dans l'Antiquité grecque, c'était la naissance de la démocratie, je ne vous apprends rien, qui n'était pas forcément donné à tout le monde, mais à certains hommes blancs de certaines classes sociales et d'un certain âge. Et tout ça faisait qu'il y avait beaucoup de discours, de débats, etc. La rhétorique, c'est rien d'autre qu'une forme de théorisation des plus grands discours ou de la façon dont les orateurs parlaient. La rhétorique, c'est l'art de bien parler. Donc, c'est à la fois le fait d'être éloquent en soi et puis évidemment les techniques qui aident. Mais tout ça sur la base d'observations tout à fait empiriques des grands orateurs de ce temps-là. Donc, on commence avec Aristote. Il a dit plein de choses, donc voilà, mais notamment ces éléments que je voulais partager avec vous. Aristote, il dit que pour un discours réussi, donc un discours, un pitch, une prise de parole, appelez ça comme vous voulez, il y a 3 ingrédients qui sont nécessaires et je pense que ces 3 ingrédients, ils sont toujours d'actualité. Le logos, c'est assez naturellement, vous l'avez deviné, tout ce qui a trait à la logique. Donc, c'est d'apporter les preuves de ce qu'on dit. Donc, c'est tout ce qui va être très rationnel, des études, des faits. On va apporter des preuves de ce qu'on est en train de dire, prouver notre propos. Le logos, c'est très important, mais s'il n'y a pas de pathos, donc le terme pathétique vient de pathos, on va faire parler qu'au cerveau de notre auditoire et on va rater probablement une forme de connexion que le pathos nous permet. Le pathos, c'est parler plutôt au cœur de notre auditoire. C'est comment on humanise notre discours et on crée à travers des émotions, à travers des histoires partagées, à travers la narration, comment on crée une connexion. Donc évidemment, les Américains, ils sont hyper forts pour ça. Tous leurs arguments très rationnels sont noyés dans des histoires magnifiques. Barack Obama étant celui que je cite souvent, mais qui fait ça extrêmement bien. L'idée en entreprise, c'est pas forcément de faire des choses trop grandiloquentes, mais de garder à l'esprit que dans le cerveau, la zone de l'émotion, de la narration et la zone de la compréhension sont connectées. Et donc, c'est plus facile quand on raconte des histoires. Nos cerveaux, ils fonctionnent ensemble. Et donc, si on n'est que dans le pathos, c'est Donald Trump. Donc, c'est difficile au bout d'un moment. Si on n'est que dans le logos, au bout d'un moment, on va parler qu'au cerveau de notre auditoire et les gens vont décrocher. Un mélange des deux est intéressant. L'éthos, c'est tout ce qui a trait donc, à l'éthique. Là, pour le coup, c'est plutôt en lien avec l'orateur ou l'oratrice en lui-même. Et donc, c'est tout ce qui touche aux valeurs, à la morale de cette personne, à sa crédibilité, en somme. Donc vous, dans votre vie professionnelle, vous avez une crédibilité qui est liée à votre fonction, qui est liée aux éléments de langage que vous utilisez, à votre expertise, etc., à vos références. Donc tout ça, c'est ce qui permet de renforcer votre ethos. Voilà, donc encore aujourd'hui, je pense qu'on peut s'appuyer sur ça pour se dire, OK, dans mon pitch, dans mon discours, dans ma présentation, est-ce que j'ai quand même un bon mix de ça? Dans l'éthos, il peut y avoir aussi la façon de s'habiller, de parler, s'adapter au public, etc., pour gagner en crédibilité. Donc, ayez ces 3 petits ingrédients en tête pour la suite. On va passer du côté de l'Antiquité romaine et notamment de Cicéron. Alors, Cicéron, rapidement, c'était un avocat, un homme d'État, un sénateur romain, et il est notamment connu parce qu'il est considéré comme un des plus grands orateurs de l'histoire. Il a écrit à peu près 57 discours, en tout cas qu'on ait retrouvé. Et l'image que vous voyez en bas à gauche, c'est lui au Sénat romain, avec un homme qui est tout seul dans son coin, qui s'appelle Catilina. Et donc Cicéron, par la force de 4 discours, il a déjoué une conspiration, la conspiration que ce même Catilina a essayé de mettre en place pour faire tomber la démocratie à Rome, le Sénat romain. Donc, il avait perpétué un certain nombre de massacres et Cicéron voulait l'en empêcher avec 4 discours qui s'appellent les catilinaires. Donc, Cicéron a permis l'exil de Catilina. Donc, on peut dire qu'il en connaissait quelque chose. Et lui, il avait évidemment à la fois, on le voit un peu dans cette statue, mais il avait la posture, il avait apparemment une voix mélodieuse, il avait le regard, il avait une présence, il avait plein de choses qu'on va voir après. Mais il avait aussi une force d'écriture, un style très marqué, avec beaucoup de rimes, de figures de style. Enfin voilà, quelque chose qui à l'oreille, en plus de la solidité de ses arguments, a permis, notamment quand il était avocat, de défendre des causes parfois même plus ou moins défendables, mais en tout cas avec beaucoup de force et beaucoup de vigueur. Alors Cicéron, qu'est-ce qu'il nous a livré?
Plusieurs choses. Déjà, la première chose que Cicéron disait, c'était on est poète et on devient orateur. Bon, je ne sais pas si on est poète. En tout cas, c'est intéressant de se dire que de la part d'un des plus grands orateurs de l'histoire, probablement un des plus grands, le fait d'être orateur, c'était quelque chose qui se travaille. On le devient. Voilà. Alors, en lien avec, on va retrouver un peu des ressemblances avec notre triangle d'Aristote qu'on a vu avant, avec le logos, pathos et l'éthos. Il disait aussi, pour convaincre, il faut prouver la vérité de ce qu'on affirme. Donc ça, c'est plutôt la partie logos, argumentation. Se concilier la bienveillance des auditeurs, là, c'est plutôt l'éthos. Et éveiller en eux toutes les émotions qui sont utiles à la cause. Si on le résume, encore une fois, c'est pareil aujourd'hui pour un pitch. Un discours, ça devrait instruire, c'est-à-dire les personnes en face doivent apprendre quelque chose. On doit leur apprendre quelque chose, plaire, alors sans trop en faire non plus. Mais voilà, il y a cette idée de créer une connexion. Pour créer une connexion, on le fait mieux quand on a une forme de connivence avec les gens qu'on a en face de nous, le public, l'auditoire, le jury. Voilà, peu importe qui on a en face. Et puis émouvoir, puisque les histoires, la narration, ça permet aussi de porter le fait d'instruire, de porter nos arguments et de les rendre encore plus pertinents. Et Cicéron, il nous a aussi apporté autre chose qui est les étapes de construction d'un texte, discours ou autre. On va les balayer. Vous allez voir, c'est assez intuitif aussi. Lui, ce qu'il disait, c'est que pour commencer, il y avait un grand temps, ce qu'il appelle l'inventio, un grand temps de déblayage, c'est-à-dire le fait de poser un peu en vrac tous ces arguments, toutes ces idées. Voilà. Dans un second temps, on allait faire ensuite le tri de celles qui sont pertinentes ou pas, en essayant de vérifier la validité des unes et des autres. Et ensuite, on allait, donc c'est la disposition, c'est le deuxième, les ordonner. Plusieurs stratégies, quand vous avez 2-3 points un peu marquants que vous voulez faire passer, deux, trois arguments, 2-3 propositions. Le crescendo, on commence doucement, on va un petit peu plus fort et on finit par l'argument le plus fort. Parce que souvent, la trace qu'on laisse, on reviendra dessus, il faut laisser une trace importante au début et à la fin, mais en tout cas, le cerveau quand même se souvient plutôt d'une montée que d'une descente. Et si on commence avec quelque chose de très fort et qu'ensuite on a des arguments moins forts, bah voilà, vous vous en doutez, vous l'expérimentez certainement au quotidien, on va finir avec des choses qui sont un peu plates et ça aura moins de puissance. Donc, soit la montée, soit ce qu'on pourrait appeler la méthode nestorienne, et ça vient du livre Briller à l'oral pour les nuls, qui est écrit par Charles Laroche, qui est très intéressant et très facile à lire. Et donc, Charles, il parle d'une autre méthode, qui est la méthode nestorienne. Donc, Nestor, c'est un chef de guerre pendant la guerre de Troie. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il commençait ses batailles avec des soldats qui étaient les soldats les plus vaillants, enfin des soldats très vaillants, des soldats très aguerris, il les envoyait au front. Donc, évidemment, l'ennemi, ensuite, allait riposter. Donc, argument fort au début, on met les soldats puissants. Ensuite, Nestor, il envoyait il envoyait le ventre mou de l'armée qui se faisait littéralement massacrer par la contre-offensive. C'était très sympathique, c'était certainement une charmante personne, en tout cas un bon tacticien. Donc, argument faible qui se faisait massacrer, et derrière, argument fort, donc argument fort, argument faible, argument fort, pour faire la dernière attaque qui permettait de remporter un certain nombre de victoires. À vous de choisir, mais en tout cas, dans la disposition des arguments, ça peut être soit crescendo, soit fort, faible, fort. Élocutio. On a tendance à se dire qu'il ne faut pas forcément trop en faire. Élocutio, c'est tout ce qui rend le texte, c'est tout le style qu'on va apporter, notamment au texte. Moi, je vous recommande d'essayer de temps en temps des figures de style, donc des assonances, des allitérations, des oxymores, peut-être quelques rimes. On peut se les garder pour la fin, pour avoir une fin un peu percutante, mais c'est même dans le monde du travail, ça peut avoir son intérêt, parce que c'est souvent ces phrases-là qu'on retient. Et que donc, voilà, ça peut permettre d'enrichir votre discours et de le rendre encore plus impactant. La memoria, donc c'est la façon dont on va se souvenir de son discours. Là, bon, moi je vous ai dit pas, je vous conseille pas de faire du par cœur. Après, question note ou pas note, ça c'est un peu à chacun de voir. Il y en a qui sont capables d'avoir leur fil rouge et d'improviser avec leur fil rouge sans notes. Moi, je sais qu'un discours de 10 pages, je vais avoir besoin de mes notes. Essayez peut-être de ne pas tout mettre, mais juste les grandes idées. Et puis, entraînez-vous avec juste les grandes idées que vous avez notées sur une feuille ou les débuts de phrases, si jamais c'est plus simple pour vous. Si c'est trop compliqué, vous prenez la feuille entière et puis vous lisez tout. Et puis, petit à petit, l'idée, ce sera de lâcher au fur et à mesure ces notes. Et l'axio, c'est le moment de la prise de parole. Et c'est le moment où, normalement, quand on a bien travaillé tout ça et qu'en plus, on y met la forme qu'on verra plutôt vers la fin, l'éloquence, ça devient, elle est là et il y a quelque chose qui se passe et qui est superbe.
Maintenant, on va aller regarder, ce sera la dernière personne, le dernier philosophe qu'on ira voir, c'est Quintilien. Quintilien, on le connaît pour son QQOCCQP, je ne sais plus exactement dans quel ordre. Donc lui, il a écrit aussi un texte qui fait référence en la matière. Il était fervent admirateur de Cicéron. Et lui nous donne encore une fois quelque chose qu'aujourd'hui on connaît qui est assez intégré. Alors les termes ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est la structure du discours classique. Rapidement, l'exorde. L'exorde, c'est le début, c'est les premières secondes. On dit, vous l'avez sûrement entendu, qu'on n'a pas 2 fois la possibilité de faire une bonne première impression. Donc prenons le temps de travailler notre début. Il y a plein de façons de commencer. Il y a la façon classique de présenter son sujet. Il y a la façon un peu d'essayer de s'attirer la sympathie, peut-être par une petite touche d'humour ou voilà, de son public. Ça, c'est une autre façon de faire. Et puis, alors ce qu'on voit beaucoup dans les concours d'éloquence aujourd'hui, ce qui est plutôt un exemple par la surprise, on va essayer de choquer pour, dès les premières secondes, capter l'attention. Je dirais même que c'est attendu dans les concours d'éloquence que c'est dès le début quelque chose qui vienne accrocher notre oreille. C'est pas inintéressant même dans le monde du travail. Vous pouvez choisir une formule un peu choc, un chiffre, voilà, pour brusquer un petit peu et pour tout de suite vous accorder, avoir l'attention de votre public. En tout cas, et ça, pareil, je vous enverrai le lien. Il y a 2-3 trucs à ne pas faire et qu'on fait très souvent quand on est un peu stressé. Donc ça, c'est une vidéo de Pascal Aumont que j'ai eu le plaisir de regarder. Et il dit, ne commencez pas par ne pas. Je ne vais pas durer trop longtemps. Je vais essayer de ne pas être trop inintéressant. Toutes ces petites formules qu'on vient dire au début, je ne suis pas très à l'aise. En fait, le cerveau, le ne pas, il ne retient pas, donc il retient que le reste. Pas intéressant, longtemps, timide ou mal à l'aise. En fait, il retient ça. Donc, plutôt que de formuler négativement, essayons d'être positif et d'être en énergie dès le début. En lien avec ça, pareil, je vous enverrai l'information. Il y a une chercheuse à Harvard qui s'appelle Alison Wood-Brooks qui a fait une étude. Alors, je vous la fais assez courte, mais elle s'est dit, dans les épisodes qui créent le plus d'anxiété, il y a notamment le fait de prendre la parole en public. Donc, elle a testé deux groupes en disant, avant de prendre la parole en public, on va dire à un groupe de dire qu'ils sont calmes et à un autre de dire qu'ils sont excited. En partant du postulat que le stress, l'anxiété, qui était un niveau, une émotion en fait très très forte, était difficile à remplacer par une émotion plus calme, plus basse, qui est le calme. Mais que par contre, on peut substituer une émotion très forte, qui est l'anxiété, avec une autre émotion très forte, qui est excitement, donc excitation positive. Donc si vous y arrivez, se mettre dans une énergie plutôt extrêmement positive pour compenser cette anxiété, c'est quelque chose qui semble bien fonctionner parce que le jury qui ensuite avait toutes ces personnes qui soit s'étaient dit avant je suis calme, soit je suis I'm excited, ont évidemment préféré le groupe, trouvé que le groupe qui avait dit I'm excited avant était beaucoup plus convaincant. Dans le même genre, il y a une autre femme, psychologue sociale et professeure aussi à la Harvard Business School, qui s'appelle Amy Cuddy. Pareil, je vous ferai passer le lien, qui, elle, dit qu'on peut devenir ce qu'on pense. Et donc, elle travaille aussi notamment sur les peurs, sur le stress, etc. Et elle a travaillé sur les poses de pouvoir. Vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est un TEDx qui a très bien fonctionné. Et entre ceux qu'elle testait, qui avaient une pose un peu renfermée comme ça, 2 minutes avant de passer un faux entretien avec des chercheurs, un jury de chercheurs, et puis d'autres qui prenaient des pauses où ils étaient confiants, etc. Et ces 2 minutes-là, notre cerveau, il intègre quand même quelque chose en positif comme en négatif. Et donc, le groupe qui avait pris ces poses de pouvoir était beaucoup plus convaincant. Étaient ceux que le jury aurait voulu embaucher, parce que c'était des simulations d'entretien d'embauche. Donc voilà, essayons dès le début, dans l'exorde, d'avoir cette niaque, d'avoir cette énergie, même si au fond ça tremble. Souvent ça tremble au fond, c'est difficile, mais parfois ça se voit pas forcément. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire j'étais terrorisée, c'était horrible, j'avais chaud, etc. Et qu'on vous dit ça se voyait pas, t'étais super. Donc en fait c'est ça un peu qu'on veut avec la prise de parole en public, c'est de faire de quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui
va le devenir petit à petit, ou en tout cas qui ait un semblant de maîtrise. Nous, on essaie d'être en maîtrise totale de notre stress, de notre voix, de notre posture, de notre regard. Et voilà, pour pas que ça se voit que au fond, ça tremble et au fond, ça peut être difficile. Et ça, évidemment, plus on le travaille au démarrage ou même juste avant, et plus c'est facile. La narration, c'est souvent dans le système judiciaire, dans les plaidoiries, c'est le rappel des faits. Machinette a tué machin avec le couteau dans la salle à manger. Voilà. Bon. En général, c'est bien mieux dit que ça, mais c'est pas toujours nécessaire. Donc, à vous de voir si vous avez besoin de rappeler des faits. L'argumentation, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est comment on va ordonner nos arguments. La réfutation, c'est de récupérer, par exemple, ça aussi c'est très utilisé dans les plaidoiries. À vous de voir avec des clients, ça peut être intéressant. C'est de récupérer les arguments de la partie adverse et de les contrer avant même que la partie adverse n'ait parlé. Donc, par exemple, dans des plaidoiries, on imagine ce que l'avocat de l'autre partie va pouvoir dire. Quand on fait un concours d'éloquence, ce que notre adversaire va dire. Vous, ça pourrait être, par exemple, ce que le client va dire. Et donc, dès à présent, de se dire, ces arguments-là, je vais y réfléchir et je vais voir comment je peux les déconstruire dès maintenant. Voilà, et la péroraison, c'est la fin. Donc, soignez votre fin. La dernière trace qu'on laisse, elle est importante. C'est peut-être justement le moment de mettre ces fameuses figures de style ou peut-être une punchline, une petite phrase qui va rester, qui va sonner et qui va faire qu'on va se rappeler aussi de votre présentation avec cette petite phrase qui va rester. Donc, soignez votre début et soignez votre fin. Donc là, on a fait un peu on a parlé du fond. On va venir un peu sur la forme maintenant. Évidemment, quand on a réussi à construire son texte, parce qu'on a trouvé les arguments, qu'on a pris le temps de faire ce temps de déblayage, de les ordonner, de vérifier leur solidité, de réfuter ceux de la partie adverse, etc., vient le temps où il va falloir aller prendre la parole. Et donc, pour ça, la première chose qu'on peut se dire, c'est de travailler sa posture. La posture, alors, à l'école de l'art oratoire, et je vous le transmets tel quel, il nous parlait de 5 ancrages, et je trouve que c'est assez intéressant, ça permet de se mettre dans une posture qui fait qu'on est agréable à regarder et donc à écouter. Si je vous parle et que je suis comme ça, et je suis complètement renfermée sur moi-même, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez beaucoup plus facilement décrocher que si je suis dans une posture qui est une posture un peu plus verticale. Donc, on va chercher cette verticalité. Et en plus, vous avez peut-être entendu que ma voix sort mieux. Ça, on reviendra dessus aussi. Tout est un peu lié. Donc, la posture et la verticalité, on peut la chercher avec 5 ancrages. Donc, les pieds ou les ischios, les fessiers. Donc, si vous êtes sur une chaise, comme c'est mon cas pour l'instant, les pieds, on peut les écarter de la largeur des hanches à peu près et faire un peu le yo-yo avec les genoux pour se rendre compte si on est bien solide et bien ancré. Plus on est solide et ancré, plus on va pouvoir, entre guillemets, encaisser les regards, les questions, etc. Si on est déjà un peu avec un pied de travers, en train de se balancer, etc., notre instabilité, elle est présente et elle ne va faire que s'accentuer au moment où ça risque d'être un peu plus dur parce que tel regard n'est pas forcément très facile, parce que telle question n'est pas forcément simple. Donc, ancrez-vous vraiment solidement. Donc, les pieds ou les ischios. Ensuite, les épaules vers le bas. Très souvent, on est comme ça. Si on est comme ça, on n'a pas beaucoup d'air, on hyperventile. Et quand on hyperventile, le problème, c'est que nous, on stresse parce qu'on n'a pas assez d'air, on va le voir après. Mais on n'est pas les seuls à stresser. Tout se joue en miroir. Donc, quand nous, on stresse, en face, le niveau de stress aussi, il augmente. Donc là, l'idée, ça va être d'abaisser les épaules pour garder cette verticalité, mais aussi pour dégager la colonne d'air et avoir le maximum d'air pour parler longtemps et pour ne pas en plus avoir des problèmes de respiration qui vont vraiment venir nous causer de gros soucis et enclencher ce cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, le dernier point, c'est le crâne. Donc c'est d'avoir comme un fil qui serait à l'arrière du crâne et qui nous tirerait. Et donc, pour avoir cette belle verticalité, ce bel ancrage. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre des chaussons, mais j'avais envie de mettre un gif marrant pour parler d'un sujet qui ne l'est pas toujours. Voilà. Donc, la posture, elle détermine aussi, elle est très déterminante dans la voix, la façon dont la voix va se créer. Donc la voix, en gros, ça fonctionne comme un instrument de musique, c'est un peu pareil. On a un moteur qui est dans le ventre. Donc si vous êtes familier de la respiration abdominale, ventrale, la respiration basse, super pour vous. Très souvent, on ne l'est pas. Et la cohérence cardiaque, ça aide justement à ça. Et très souvent,
on respire à l'envers. C'est-à-dire au moment où on inspire de l'air, très souvent on a le ventre qui rentre, parce qu'on nous a beaucoup appris de rentrer notre ventre, mais au moment où on inspire de l'air, on devrait avoir le ventre qui se gonfle. Donc d'être vigilant à ça pour pouvoir prendre le maximum d'air, parce que l'air ensuite il remonte, il va aller vibrer au niveau des cordes vocales. Les cordes vocales, c'est une petite info comme ça entre nous, à la base, elles étaient collées quand on était des hommes et des femmes de Cro-Magnon à 4 pattes, et puis quand on s'est levé, elles se sont décollées. Et en fait, on s'est rendu compte que ça vibrait, que ça émettait des sons, et donc c'est un usage détourné le langage est un usage détourné des cordes vocales, de son usage originel. Donc là, ça va vibrer au niveau des cordes vocales. Pour ça, il faut que ce soit bien dégagé, et ensuite, ça va résonner avant de sortir dans toute la tête et notamment dans tous les espaces creux. Donc le nez, la bouche, l'espace entre les dents. Donc tous les espaces creux, mais il y a aussi autre chose, c'est que les résonateurs, ils fonctionnent mieux si on n'est pas crispé. Si on est crispé comme ça, là, je suis crispé, ma voix, elle sort moins bien. Alors aussi parce que j'ai rétréci ma bouche, mais c'est pas que ça. C'est que si tous les os sont contractés, la résonance, elle va être très, très mate, elle va pas être belle, elle va pas être rayonnante. Donc voilà, avoir en tête que la résonance, elle se fait là, au niveau de la tête, mais en partant du ventre. Donc tout ça, ça fonctionne ensemble. Très souvent, quand on prend la parole en public, on va parler beaucoup trop vite et pas assez fort. Donc plus on parle vite, nous, moins on a d'air, parce qu'on va aller chercher l'air en haut, on va être sur une respiration haute et pas basse. Donc problème de respiration, de concentration, problème de la respiration basse, elle aide aussi à calmer la respiration abdominale. Donc on va être un peu stressé et donc ça pose un vrai problème quand on prend la parole. Donc l'idée c'est de bien se remettre en bas, de bien savoir que ça vibre ici et qu'ensuite ça résonne joliment dans toutes nos têtes. Donc ralentissez et puis parlez plus fort. Voilà, dès qu'on a l'impression qu'on parle à ce volume-là, puis en fait on est toujours en dessous. On a notre voix de tous les jours. Et puis, on a notre voix d'orateur, d'oratrice, de présentateur, de présentatrice, de pitcher, de pitcheuse, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, donc cette voix, elle est différente. Encore une fois, on est dans un rôle, on est dans un personnage. Quand on prend la parole, il faut le faire avec une voix qui est un peu plus forte. Et pour ça, on peut s'entraîner dans un des épisodes du podcast, donc dans les derniers, on interroge une coach de la voix à parler qui s'appelle Jacqueline Dormesson et qui donne plein de conseils pour ceux qui ont une voix un peu qui n'osent pas trop sortir, arriver à la faire sortir un petit peu plus fortement et ça change la vie. Donc parler plus fort et plus lentement. Et dans la voix, il y a aussi évidemment les silences. Les silences, alors moi j'en ai fait pas beaucoup parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et je veux pas trop en prendre, mais normalement je devrais en faire beaucoup plus. Les silences, ils servent, si moi je fais un temps de silence, votre cerveau il permet de rattraper là où j'en suis dans ma prise de parole et je suis repartie. Temps de silence et vous rattrapez. En gros, le cerveau qui parle, le mien, va plus vite que le cerveau qui écoute, le vôtre. Donc, pour que vous puissiez me suivre, il faut que je respire. Comme ça, vous revenez là où j'en suis, tac, et on avance ensemble, plutôt que de faire quelque chose où c'est plus rattrapable parce qu'on a parlé beaucoup trop vite. Donc, des silences et les « e ». On va parler aussi rapidement des mots parasites. Dans les mots parasites, on a notamment les « e » qu'on fait tous. Pour certains, c'est quasiment des liaisons. Donc, ça fait des phrases qui se terminent jamais, où il n'y a même pas de respiration, il y a des « e » à la place. Essayez de remplacer ça par un silence. Dans une association pour laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Eloquentia, il y avait un jeu qu'on faisait dans les établissements scolaires que j'aimais beaucoup. Quand il y avait un mot parasite, notamment les « e », on claquait des doigts. Ce que je vous propose, c'est d'essayer entre collègues ou avec des amis, de conscientiser ces mots parasites pour les enlever, pour gagner en impact, pour gagner en respiration et du coup pour gagner en force de persuasion. Donc pour ça, vous pouvez demander à des gens, parce qu'on n'est pas toujours au courant des mots parasites qu'on utilise, de vous faire ce petit truc-là. Vous allez voir que votre cerveau, on l'a fait chez Extia notamment, votre cerveau, au début, il ne va pas aimer, donc il va continuer à dire son « e », à dire son « en fait », du coup, alors, tout, voilà, en ce moment, c'est beaucoup « en fait » et beaucoup « du coup », on utilise ces termes-là. Et puis petit à petit, il va les remplacer, puisqu'il va se dire, bon, je vais faire l'effort de ravaler mon « e », de ravaler mon mot parasite, et puis ils vont être petit à petit renforcés. Je fais remplacés par des silences notamment. Je fais une mini digression en parlant on parlait des mots parasites.
On a aussi des gestes parasites, bien évidemment, dont on n'est pas toujours conscient. Donc, l'autocontact, il y en a un qui est très fort, se toucher comme ça, les doigts, le visage, le cou, les cheveux, les bagues, les montres, etc. Alors, c'est pour se rassurer, parce que c'est stressant. Encore une fois, c'est stressant, notamment en France, où on n'apprend pas ça, et où les seules prises de parole qu'on a quand on est petit, c'est réciter des poésies ou faire des exposés, mais on ne nous dit pas comment le faire. Voilà. Donc, c'est toujours un peu difficile. Prenez conscience de ces gestes-là aussi. Les balancements, tout ça, ça pollue. Quelqu'un qui, si je vous parlais que j'étais comme ça, voilà, ce serait peut-être un geste parasite que j'aurais. Bon, il est étrange, je vous l'accorde, mais au bout d'un moment, vous auriez le tournis, moi aussi, et vous n'écouteriez plus ce que je dis, vous seriez en train de suivre mon mouvement de bascule, soit en vous agaçant, soit petit à petit en faisant comme cale serpent, en vous endormant. Voilà, donc l'idée, c'est de prendre conscience de ça, et pour ça, rien de mieux que les gens autour de vous ou la vidéo. Alors, si vous vous filmez et que vous regardez après, ça va être difficile la première fois, difficile la deuxième fois, et puis de moins en moins, parce que vous aurez petit à petit réussi à repérer tous ces petits mots parasites ou tous ces petits gestes parasites qui rendent votre prise de parole moins percutante et qui vous desservent en termes de stress aussi. On va finir avec le dernier point, qui est le conseil, donc après la posture et après la voix, le regard. Le regard, c'est hyper important. Très souvent, on a tendance à chercher ses idées au sol ou au plafond, enfin très souvent, tout le temps. Le truc, c'est que ça nous coupe et que justement, ça crée cette espèce de cercle vicieux dans lequel on rentre, qui est, je ne sais plus ce que je suis en train de dire, mince, mais c'est nul, puis j'arrive plus à respirer, puis je perds mes idées, etc. Alors que quand on est les yeux dans les yeux, en général, les mots parasites, ils disparaissent. Et en plus, nos cerveaux, ils fonctionnent en réseau. Alors ça, je ne saurais pas très bien vous l'expliquer, mais je l'ai beaucoup expérimenté, et notamment à l'école de l'art oratoire ou dans mes accompagnements. Mais il ne va pas nous lâcher. Si on perd le fil, au bout d'un moment, le fait d'être connecté les yeux dans les yeux avec une personne, puis une autre, etc., va faire revenir peut-être d'une façon différente notre pensée. Et donc, connectons-nous. Si on se connecte, ça nous permet en général encore plus de tirer le fil de notre pensée encore plus facilement. Ça nous permet aussi évidemment de prendre un peu la température en face. Parce que si là par exemple, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas comment vous êtes. Mais peut-être que vous êtes en train de bâiller ou autre. Et ça, si je le voyais, je pourrais m'adapter en disant peut-être que ça vous connaissez déjà, on va aller plus vite. Ou alors, si vous êtes en train de vous impatienter, je vois qu'il faut que je termine plus tôt. Enfin bon, ça nous permet de nous adapter et d'adapter notre rythme de parole, voire même de poser des questions. Donc, le regard, il est fondamental, il est très difficile et pourtant, je pense que c'est un des appuis les plus importants qu'on peut avoir quand on prend la parole. C'est de se connecter par le regard et dès qu'on voit qu'on est en train de partir avec les yeux au sol ou au plafond, d'essayer de revenir. Si vous avez 2 personnes en face de vous, par exemple, ou 2 ou 3, essayez de regarder alternativement les uns et les autres. Souvent, ce qu'on fait, on regarde la personne avec la plus haute fonction, la personne la plus importante de la salle et on oublie les autres. Parfois, c'est avec elle qu'on va pourtant faire du business au quotidien. Donc surtout, n'oubliez personne, parce que si c'est avec ces personnes-là qu'on va devoir travailler ensuite et qu'on ne les a pas du tout regardées, soyez sûr que les questions pénibles ou les débuts difficiles de la relation vont être pour vous. Donc regardez bien tout le monde. Un conseil aussi que je récupère de l'école de l'art oratoire, c'est plutôt que de faire un balayage comme ça, parce que si je commence, la personne que j'ai vue en premier, elle se dit le temps qu'elle fasse son petit balayage, j'ai le temps de me rendormir, c'est de faire de façon aléatoire, en regardant avec intérêt et attention les uns et les autres. Donc en se connectant dans les yeux un petit peu avec quelqu'un, en passant à quelqu'un d'autre, et vous allez voir, ma voix, elle va suivre le cours de mon regard. Petit à petit, d'abord je me connecte par les yeux et ensuite mon propos suit. Et donc voilà, de dispatcher un peu son regard. Si vous avez une grande scène devant vous avec beaucoup de gens, c'est plutôt de regarder par briques, parce que là on va avoir du mal à regarder tout le monde si on est à plus de 100 personnes. En tout cas, évitez de fixer juste une seule personne, aussi parce que c'est très stressant et très pénible et un peu agaçant pour les gens qu'on fixe. Parfois, on a un ami ou quelqu'un, on dit tiens, cette personne-là, je vais la regarder parce qu'en plus, elle hoche la tête et elle sourit. Mais au bout d'un moment, vous les coincez complètement, ces personnes-là, à les prendre un peu en otage par votre regard. Donc, soyez généreux avec votre regard, donnez-le et donnez-le aux uns et aux autres
pour leur permettre d'être pleinement en contact avec vous. Prochainement au terme du coup de ce meet-up. En tout cas, encore un grand merci Mathilde pour ton Avec intervention, plaisir. ton échange. C'était vraiment, vraiment chouette. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pu apprécier, en tous les cas, dans ce qu'on voit dans le chat. Et ben, moi aussi, c'est toujours un plaisir de partager ces conseils. J'étais moi-même, voilà, comme je disais, pas toujours à l'aise. Et ben, une fois qu'on arrive à trouver un peu comment ça fonctionne, c'est tout de suite beaucoup plus agréable. Et donc, voilà, un plaisir de partager tout ça. Encore une fois, ça devrait être enseigné à l'école. Je vais m'engager pour ça. Mais bon, en attendant, ben voilà, si on peut échanger des conseils, c'est super. Merci à tous pour votre présence. Et puis, merci Extia encore pour cette invitation.